Donc, je suis Frédéric, je travaille pour la province du Hainaut et je vais jouer le rôle de modérateur. Donc veiller à ce que tout le monde puisse confortablement faire son job. Donc l'orateur Anton va pouvoir dans de bonnes conditions présenter son sujet et vous, les participants, le public actif, vous allez aussi pouvoir poser vos questions dans de bonnes conditions, que tout le monde puisse prendre la parole quand il le souhaite, d'autant qu'Anton n'est pas contraire à ce qu'on lui pose des questions pendant son exposé. Donc n'hésitez pas à l'interrompre si nécessaire. Comme d'habitude, vers 9h30, on va arrêter l'exposé pour vraiment vous laisser là un temps de questions sur l'ensemble de l'intervention d'Anton. Et pour qu'à 10h, on puisse clôturer la soirée en allant se désaltérer au bar qui est juste ici derrière. Ça va? Les règles du jeu sont bien claires? Bien. Alors je vais vous présenter Anton, vous entendrez et vous verrez qu'il ne vient pas de Marseille. Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Bon, une bonne partie nous a déjà vu une fois dans l'après-midi. Un peu plus chaud maintenant. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, les tours de chant en hiver, c'est toujours un peu ça. Et en plus, c'est vrai, vers le printemps ou en automne, novembre-octobre, novembre-décembre, nous voit aussi bien les choses, même plus comme la vie de sol, encore bien plus active. Bon, je me présente rapidement la ferme et aussi, après, pourquoi nous sommes venus sur ça, sur cette autonomie dans le sol, aussi bien chez les animaux. Après, je compte sur vous, mais posez des questions à la mesure. C'est beaucoup plus vivant que dire à la fin, oui, j'ai moitié compris, et nous recommençons. Hein? Je présente notre ferme toujours avec la famille, même s'ils ne sont pas tous intégrés dedans, aujourd'hui ils sont grands aussi. J'ai commencé avec ma épouse, 92, installée en Normandie, on venait de Suisse alémanique, avec 4 enfants. Karine, aujourd'hui, en faisant ingénieur agro, elle gère, supervise le bureau de Novatec, c'est un constructeur de méthanisation. Elle a 4-5 collaborateurs et ils ont leur bureau chez nous à la ferme. Et Pierre-Mine est parti en Suisse, lui il est retour. Il est ingénieur informatique et lui il a trouvé une bonne poste là-bas et sa copine aussi maintenant. On va faire avec, hein. Et Angela, c'est elle qui est la directrice de la Vache Heureuse. La Vache Heureuse, c'est quoi? C'est avec Konrad Schreiber, certains connaissent un peu. Hein? Et avec lui ensemble, maintenant on a un ouvrier, un ancien apprenti, qui travaille aussi avec nous, un apprenti, et bientôt encore une deuxième personne qui va suivre les fermes ou nous aider, épauler, tout ça. Faire les formations, les interventions comme nous faisons là. Nous, aujourd'hui, à travers de la Vache Heureuse, nous propose des journées formation de base à la ferme chez nous, ou les 24 heures de la Vache Heureuse. Nous commençons à midi et nous arrêtons le lendemain midi. C'est surtout pour les jeunes, ou quelqu'un qui se veut vraiment mettre en cause. Il vient avec son projet, il nous file déjà des chiffres un peu avant, nous prépare un peu, et nous va préparer pendant les jours et nuits, presque ensemble, un petit groupe, entouré de Conrad, moi et Antoine. Antoine, c'est notre ouvrier dedans. Et ensemble, nous préparons le projet. Combien d'animaux, quelle surface, quelle rotation il va faire, quel volume ça va faire et quelle économie derrière. Et ça, il rentre avec un classeur, tout ficelé avec les PDF, avec les savoir-faire, les PDF techniques. Et il peut téléphoner toujours après. Donc c'est logique, vous comprenez bien, ça va coûter un peu plus cher pour une journée formation. Mais il rentre, il peut commencer. Ouais, ça c'est la Vache Heureuse, c'est Angela dedans. Et elle suit aussi, elle a repris nos petites boîtes achat-revente et conservateurs, il m'a parlé peut-être après. Et Roger, celui qui suit maintenant avec moi à la ferme, il travaille avec nous à la ferme, moitié pour l'instant, il n'est pas encore installé, 24 ans,
et moitié avec sa sœur pour les méthanisateurs. Voilà. Et comme tous les parents qui les jeunes les suivent comme ça, nous verrons, ils se doutent. C'est clair. Voilà. Qui avance? C'est toi ou c'est moi? Il manque quelque chose. Si tu veux, je vais... Sinon, tu filmes. Mais ça, ce que je voulais dire, au travers de ça, c'est important, si vous commencez à réfléchir à un changement à la ferme, parlez de départ aussi avec les gens qui ne sont pas intégrés dans l'exploitation, dans le travail journalier. Pour vous comprenez bien après, il y a des changements quand même un peu importants, surtout sur le question météo. Si nous commençons à changer certaines pratiques, ça change quelque part aussi des interventions, par exemple des dimanches, ou intervenir un dimanche, ou ouvrir un silo dimanche pour lundi matin, ou foucher samedi après-midi. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à sacrifier vis-à-vis de la famille. Mais par contre, si nous commençons au départ à raconter une jolie histoire, là, ils sont bien plus attirés, après, arriver à comprendre, ou même peut-être aider. C'est ça. Bon, la ferme élevage, le grand bâtiment au milieu, avec tous sur le même bâtiment, 100 vaches, et Jean Génis, plutôt de ce côté-là, avec des paddocks extérieurs, ou celle qui peut pas aller plus loin à la pâture, et en hiver aussi un petit sortie. De l'autre côté, c'est plutôt les box de velage et les tables. Hangar à droite, la maison complètement à droite, et maintenant ça a changé énormément. C'est avec la méthanisation, le grand hangar à gauche en haut, avec un recueil de fumier pour un 250 kW. Et logique, il n'y a pas assez de fumier lisier. Pour nous, chez nous en France, c'est un minimum 60% effluent pour toucher la prime. Et sans la prime, tu peux fermer. Alors, il faut avoir ce fumier. Et il faut, pour 60%, pour fumier lisier, c'est 30 tonnes, il faut environ 350 UGB. Voilà. Il y a une bonne moitié, il vient de 4 collègues, et nous, on fait la mise en norme, ça veut dire le téléstockage de 6 mois. C'est fait chez nous, finalement. Eux, ils n'ont pas besoin d'investir pour ça. Et pour l'épondage aussi après. Voilà. Et les silos, c'est parti. Il y a un grand motif tous les jours chez nous, l'objectif, de nourrir ces bêtes et tous les jours de nourrir mes vers de terre. Une, c'est un peu plus facile que l'autre, mais il faut réfléchir quand même bien en avance. Voilà. Un sol vivant, ça veut dire quoi? C'est avec ça, ça commence tout. Un sol vivant, c'est quelque chose qui est toujours couvert. Là, on a des photos. En plus, là, c'est dans les Deux-Sèvres, j'ai un collègue. Deux-Sèvres, c'est au-dessous de Cholet, hein. C'est sec l'été. Si eux arrivent à faire fin l'été, des choses comme ça, avoir une culture après le blé qui est déjà déduit, et la culture métaille pour l'hiver, elle est sur place, vous arrivez sûrement. Et un sol vivant, c'est ça. Vous avez la terre qui commence à être cumuleuse, on a vu ça un peu cet après-midi, hein, qui est vraiment drainée par tous ces racines, les trous des vers de terre. On a le ver de terre, le lombric là-dedans. Et surtout, on a travaillé juste les premières 2 cm là-haut. Et ça, ce qui est noir dedans, c'est justement ce fameux compost. Mais pas compost vidé de tous ces éléments. Ça, c'est des déchets des PRF ou les déchets de les gens qui, la pelouse, de les communes, des arbustes qui sont taillés, tout ça, avec les feuilles et tout ça c'est broyé, mis en tas, ajouté avec un lisier, chez nous c'est digesta, mais avec du lisier, mis des bactéries lactiques dedans. Les bactéries lactiques, nous avons parlé cet après-midi, vous pouvez le faire vous-même, une infusion de foin, par exemple, avec un peu de mélasse pour donner du sucre. Les bactéries se développent, vous mettez un cubi de 1000 litres
sur un tas de 50 mètres ou 10 mètres. Vous arrosez tout un peu, vous rajoutez du lisier dessus avec la tonne, vous roulez ça comme il faut, vous tassez comme un silo, mais pas plus haut que ça. Vous laissez ta faire fermenter pendant 3-4 mois, et vous récupérez un terre noir. Très très riche, avec pas seulement NPK, c'est pas ça qui compte toute seule. Ça, ce qui compte surtout, c'est par les champignons, des enzymes et des bactéries qui se développent dedans, même des vers de terre. Mais comme ça, vous ensemencez avec peu, grande surface. Et là, ils trouvent après le sol aéré, et ça redémarre. Et en plus, ils ont la nourriture pour les vaches, pour les animaux en terre, les bactéries, les champignons, les enzymes, c'est le carbone de la dernière culture. Ils ne touchent jamais ça, ce qui est vivant là, vert. Mais ça, ce qui est en train de pourrir. Et comme ça, vous créez l'équilibre. Et tout à coup, les limaces, c'est plus un problème. Je ne veux pas dire, il n'y en a pas du tout. Ça peut avoir une fois, mais beaucoup moins. Vous faites un équilibre. Par exemple, lui, ça c'est dans ce sol-là. Hein. C'est les tournesols des radis. Il a mis du lin dedans. Qu'est-ce qu'il a mis encore dedans? Un peu de facélie, des choses comme ça. C'était haut comme ça fleurisait. Les tournesols pas plus grands que ça, c'est un tournesol rapide, derrière un blé. Il a fait ça en tour de, j'ai vu un peu plus tôt, 20 juillet. Il a ensemencé le seigle avec les trèfles et les pois le 10 octobre dedans. Il a roulé juste par terre. Et ça, c'était mi-novembre. Et finalement, nous laisse la nourrir. Les radis, en hiver, sera gelé complètement. Et le reste va pousser. Là, on n'a pas besoin du glyphosate. Tout est détruit par la masse, c'est couvert, ça ne germe pas. Et comme nous ne travaillons pas toute la surface, nous faisons juste avec le semoir direct, avec une disque, nous sèmons la prochaine culture. Comme l'autre il a fait avant. Et comme ça, nous gardons cette tuyau au-dessus. Et c'est comme avec les vaches, c'est comme nous. On a besoin d'oxygène. Oxygène, c'est pour toutes ces petits travailleurs de vous maintenant. Nous les embauchons maintenant, nous les gardons, nous essayons de les garder, de les soigner. Soigner, c'est par la nourriture. Amener de l'oxygène par l'eau, des végétaux verts en travers, les racines, qui aident à toujours décompacter le sol, les racines décompactent, qui remplacent la cheville. Et eux, ils peuvent bien développer s'il est petit. Maintenant, on peut travailler partout. C'est un équilibre qui va se faire une symbiose sans avoir dirigé par des grandes machines. Juste bien gérer en avance et calculer un peu qu'est-ce qui nous peut mettre, quelle interculture, quelle c'est pour moi, quelle pour la vente, quelle pour les animaux et quelle pour la ration pour le sol. Et dans la ration pour le sol, il ne faut pas oublier les racines de chaque plante. Il y a des racines qui décompactent le sol, comme le févrole, le tournesol, le maïs, la luzerne, et d'autres qui sont plutôt là pour amener les protéines ou un peu moins que l'autre. Les pois, les légumineuses, les protéagineuses, les colzas, les graminées, il ne fait pas grand-chose. Tire l'azote, c'est sûr. Les céréales, consommateurs d'azote, mais c'est quand même un peu limite en profondeur, le racine. Le seigle, c'est celui qui apporte le plus. Voilà. Ouais, quelques images, comme chez vous. Après la récolte, sont couverts. Là, au milieu, c'est le maïs épi. Et là, c'est la récolte de maïs épi à droite. C'est cueilleur sur l'ensileuse. Ça, c'est maïs en silage. C'est pas celle d'avoir la terre. Non, c'est maïs en silage. Tu as raison. Ouais, c'était ça. Mais ça, c'est le photo de la maïs épi. C'est récolté comme ça. Et le reste seulement, il ramasse les grains, la poupée, et tout c'est broyé par terre. Et ça fait 15 tonnes, 12 à 15 tonnes de carbone pour le sol. Plus le méthane qui suit en printemps, vous faites presque 20 tonnes de nourriture pour le sol. Et le minimum pour un hectare
pour se nourrir, pour garder un peu le vivant, si vous avez environ 3-4 tonnes de vers de terre, c'est 5 tonnes. Si je mets ça, j'en ai environ pour 2 ans de nourriture. Et ça développe plus, c'est logique. Oui, mais c'est pas plus simple de mettre ça dans votre digesteur? Non. Là, je parle pour les vaches. Le maïs épi, c'est pour les vaches. Ah oui. Ouais. Et les cannes de maïs? Aussi. Non, les cannes de maïs, c'est pour le sol. Justement, c'est l'autonomie. Vous pourriez le mettre dans le digesteur? C'est dans le digesteur, c'est comme pour les vaches. Si je voulais bien, je ramasserais seulement l'épi et pas la canne. La canne n'apporte pas grand-chose pour le digesteur. C'est comme une vache, il faut le grain. Comme nous avons du fumier à côté, nous avons déjà suffisamment de carbone, il faut mettre du grain. Normalement. Je le mets aussi, comme vous dites, c'est logique. Il y a une partie de maïs qui part plante entier, aujourd'hui encore, mais demain, ça va être le maïs épi. Comme ça, je suis plus concentré. Avec la même unité, je transporte beaucoup moins et je peux mettre plus de concentré dedans. Comme je suis limité à, par exemple, 30 tonnes par jour, je peux mettre du maïs épi dedans. Je ne sors pas 250 kW, je dois sortir 350 avec les mêmes tonnages. Et comme c'est limité chez nous à 15% culture principale, si tu le concentres, vous savez, comme c'est des tonnages qui comptent, c'est pas les hectares. Voilà. Et pour les vaches, c'est la même chose. Pour les vaches, en total, 155 hectares. Il y a 18 hectares prairies permanentes. De tout ça, il y a 8 hectares autour de la ferme qui sont des prairies. Chenilles, c'est vache un peu. Et 10 hectares, c'est vraiment 2 coupes max. C'est dépendant enherbé. Chez nous, par ruisseau, partout, c'est obligatoire d'avoir 5 cm. Et nous avons 5-6 hectares, c'est vraiment des marais très humides. Si nous pouvons rentrer 2 fois, c'est bon. Pour faire extensif. Et le reste, c'est 35 hectares minimum prairies temporaires. C'est des mélanges suisses ou des mélanges luzernières. Qu'est-ce que vous appelez mélange suisse? Je vous invite une fois à aller voir. Ça, c'est des mélanges. Les Suisses, ils ont leur centre de recherche, c'est 60 ans, ça existe. Et c'est autonome, ça veut dire niveau recherche. C'est le paysan, il paye 10 centimes par chaque kilo acheté, les chercheurs. Et c'est pas comme chez nous en France, c'est l'INRA qui a déjà seulement cherché pour le maïs, c'est pas pour l'herbe, et encore moins pour les mélanges. Et la prairie suisse, eux, ils ont cherché les 60 ans, et les gars, aujourd'hui, ils ont des mélanges types pour courte durée, pour 3 ans, pas de fouche, ou seulement fouche, ou plus que 3 ans, et là, c'est d'autres variétés dedans qui sont plus résistantes. C'est sûr, première année, ça produit un peu moins, un peu comme une luzerne, hein, mais si vous investissez pour longtemps, vous amortissez pour plus longtemps aussi. Mais vous pouvez les copier, hein. Je vous invite à la fin à prendre des petits prospectus. Si vous voulez aller sur le site de concept, et là vous avez le catalogue de les Suisses là, et vous copiez les noms, et vous mettez les mêmes quantités que vous trouvez chez vous dans un marché. L'important c'est de trouver des bons mélanges, c'est tout. En agriculture, pour les vaches, c'est les 42 hectares métail. C'est le métail pour les vaches, beaucoup protéagineux, presque pas de céréales, et derrière un maïs épi. Il y a environ 25 hectares de blé. Il y a 7-8 hectares qui sont utilisés pour les vaches, les génisses, et le reste à la vente. 3 hectares, je fais toujours un peu de semences, avoine, des métails, des févroles, des pois, et du seigle. Et 32 hectares aujourd'hui part à la méthanisation. Avant c'était du colza ou du blé. Aujourd'hui nous faisons tout. Nous avons besoin pour l'autre aussi, ça veut dire nous faisons des agricultures seigle, triticales, avec un peu de pois dedans. Et derrière un maïs en silage. Et ça, nous vendons, la ferme vend ça à la société Métal.
nous a distingué les choses, c'est pour plus tard aussi. Comme là. C'est toujours la ferme qui est majoritaire, mais voilà. Et la ration nous essaye d'être autonome, ça veut dire, c'est comme je viens de dire, si nous enlève cette fameuse canne de maïs de la nourriture de vache, le maïs vient concentré avec 1 kg de blé, c'est l'énergie concentrée, plus de fibres, cellulose brute, mais nous pouvons ingérer beaucoup plus de meilleures fibres, et cette fibre-là, c'est les métailles, les légumineuses, enfin la luzerne, les mélanges, les prairies, là, la première coupe surtout, et le foin, le deuxième et le troisième. Et comme ça, nous arrivons avec les PDN, les MAT et les énergies beaucoup plus haut. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est beaucoup plus digestible, c'est plus sec la ration, ça vient à 45-50% matière sec, sinon après il faut un peu les choses. Et là, la vache va manger plus sobre. Des bons conservateurs avec, son bonne odeur, et là nous sommes en 24-25 kg ingérés par vache. Déjà avec ça, vous récupérez 2-3 kg de lait. Et si vous avez un bon météo et vous s'organisez et récoltez de temps pour un moment, c'est logique que vous avez une très bonne qualité. Après, ça existe pour chacun. Il peut travailler avec les prairies, 100%, plus le maïs, plus un peu de céréales. Il faut mettre juste, trouver la bonne fibre qui pique et qui ne se mouille pas. Moi, je l'utilise un peu le miscanthus ou le colza, la paille de colza bien broyée, ou quelqu'un, une luzerne, en août avancé, bien broyée, ça pique aussi. Des choses comme ça. Pour avoir les fibres, pour une rumination. Et comme ça, nous pouvons être autonomes à entre 25 et 28 kg sans problème avec une Holstein. J'ai vu des gars jusqu'à 30 kg. Hein. Ils ont mis du luzerne, ils ont un climat favorable, toujours un peu d'eau, comme vous, assez chaud quand même. Et ils arrivent à faire 4 à 5 coupes, entre 18 et 21 MAT, plus le maïs épi en face, je veux dire. Il arrive à livrer, lui, il a 200 vaches, 8500 litres livrés par vache, 2000 kg soja, et encore, il n'avait même pas besoin. Et surtout des vaches en santé. Ça change tout. Voilà. Notre ration aujourd'hui. Je vous montre d'abord quelque chose sur le tableau. Si les vaches ingèrent 24 kg matière sec, non, un tiers, c'est les UFL. Et 2 tiers, c'est les MAT. Là, on a dit, c'est maïs épi. Le maïs épi, nous avons à 6,5 kg. Là, cette année, très sec. Normalement, c'est 55%. Nous sommes arrivés à 65%. Comme tout le monde, hein. Bien sûr, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, tout a été trop sec. Normalement, je donne 8,5 kg. Mais maintenant, j'ai trouvé un système pour, avec la Ali+, c'est des enzymes avec des bactéries de plantes, des enzymes de plantes avec du urée. C'est un gars qui arrive à le faire. Et nous mélangeons ça avec des céréales ou avec le avec le maïs épi. Nous faisons un pré-mélange et nous laisse fermenter pendant 2 semaines. Il faut que ce soit minimum 25% humidité après. Il faut mouiller ou là c'est le maïs épi qui est plus humide. Comme ça nous pouvons le faire. Et nous pouvons le laisser après en vrac sous un hangar sans problème des mois même. Et l'avantage de ça, vous pouvez mettre ça même avec 5 kg blé, il n'est pas acidogène. Fini. Il passe, et ça nous va faire le bypass. Regardez mon analyse, avec 2 kg maïs épi et 2 kg céréales, il m'y arrive à faire un 16 MAT, équilibré. Et chez tout, chez PDN, PDE, équilibré. Pour
Notre grand problème dans toutes les ratios, si nous voulons aller un peu plus haut, c'est équilibrer les pieds d'Inde et les pieds Dieu. Faire du pay-pass. Ben oui, vous pouvez, mais il faut acheter un correcteur tanné ou n'importe. C'est bien, ça coûte très cher, c'est pas très bien pour la vache non plus. Hein? Et que là, à la coup de mon blé ou maïs, et puis je peux faire un VL. Pour les autres années, j'ai pas fait, j'ai monté à 8,5 kg, comme je disais, de maïs épi, et j'ai donné 1,5 kg, 1,5 kg de céréales, plus 1 kg pulpe. Et ça marchait aussi. Mais sauf, j'ai vu toujours un peu mes bouses moins bien digérées. C'est des bouses bien fermes quand même, comme j'ai de l'énergie, c'est logique, et les fibres en bas, mais pouvait être mieux. Que là maintenant, comme je fais un peu de bypass, ça m'aide à avoir les bonnes bouses. Tiens, mais c'est comme avec la trouelle, vous faites du ciment à mur. Il faut que ça soit comme ça. Et l'urée de lait, pas plus que 100 à 150 l'hiver, max. Urée de lait. Là, c'est bien valorisé. Aujourd'hui, chez nous, ça produit autour de 28-29 kg moyenne, avec 45% génisse, à des taux de 43, 34 et demi. Je trouve ça correct. Si nous suivons, tout ça, c'est toujours l'énergie là, de betterave à 25-28%, 2 kg, ça fait 0,5 à 2 kg. Oui, 2 kg brut, matière sec. Non, ça ne correspond pas. 7,5 divisé par 4, c'est 1 kg. Matière sec, normalement. 1 kg de foin, 0,4 kg de miscanthus. Et après, comme cette année, mon métal là, dans silo avancé, j'ai dilué un peu avec le seigle. Ça se trouve, en bas, il y a les génisses, et au-dessus, les vaches. Les génisses, c'est l'interculture seigle-pois. Et pour avoir assez jusqu'en 20 ans, je mélange un peu, je tire un peu avec. Ça veut dire que je fais diluer mon métal des vaches. Et comme c'est dilué, il a moins aimanté. Il n'a pas les 150. J'ajoute un peu de colza, mélange avec soja. Ça fait 2 kg les deux ensemble. Pour avoir les 29 kg. Par contre, ils n'ont pas tac, rien du tout en plus. Tout à l'eau. Les autres années, en moyenne de l'année, comme c'est la pâture qui remplace une partie de métal, à partir de printemps, 6 à 7 kg, une pâture de matin, 8 heures jusqu'à la traite soir, et la nuit, ils ont toujours la stabilité. Toujours la même ration. L'herbe, elle remplace juste une partie de métal. Et le reste, l'énergie reste toujours le même. Comme ça, je peux garder l'urée, toujours le même montant, et toujours mes taux toute l'année, et les bouses tiennent. Voilà. Et si je finis là, le foin et le miscanthus. Et là, c'est 1,5 kg colza, torton colza. Et la grande partie, c'est métal, c'est ensilage prairie temporaire et la pâture l'été. Je fais exprès un peu plus grand. Là, comme ces surfaces, ça présente quand même un peu de surface, je veux dire. Bon, avant, c'était 4-5 kg vous avez cherché chez votre marchand aliment, il faut le remplacer par des surfaces. C'est logique. Nous pouvons faire la double culture, le métal maïs, nous cherchons déjà là un peu. Par contre, il y a quand même besoin, pour un troupeau de 100 vaches, il y a besoin un traditionnel pour les remplacer les 4-5 kg,
10-12 hectares plus de surface que traditionnellement. Ça, il faut rester honnête. Mais aujourd'hui, un blé pour 140 ou 160 euros la tonne, avec tous les frais que vous avez aujourd'hui derrière, si ça vous reste 500 euros, c'est très 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 bien. Mais chez nous en France, c'est plutôt 200 à 300 euros l'hectare net. Avec 10 hectares à 500 euros, c'est 5000 euros net. Avec 5000 euros, vous n'achetez même pas un demi-camion de soja. Et avec 10 hectares en double culture, vous pouvez vous faire produire bien plus de lait qu'avec le blé. C'est ça. Au niveau de l'économie, ce tableau, bon, ça date déjà un peu, mais c'est juste, c'était fait avec le contrôle laitier chez nous. À l'époque, j'étais encore en contrôle laitier. Que tout le monde a roulé avec la ration traditionnelle, maïs, soja, un peu pâture quand même, mais très peu de l'herbe ensilée. Ils ont tourné plutôt, même encore aujourd'hui, entre 100 et 140 euros, coût alimentaire. Que nous, déjà en 2013, et c'était, on était déjà en maïs épi, mais pas encore les métailes aussi bien valorisées comme implantées comme aujourd'hui. En moyenne, on était à 80 euros l'année de coût alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes situés autour de 72, 15 là, coût alimentaire pour cette production-là. Et pourquoi? Regardez là-haut, coût de fourrage. Et avec là, on a compté tout, hein. C'est la semence, l'engrais, herbicide, tout ce qui vous dépend. C'est la récolte, mais pas les machines pour récolter de chez nous, foucheuse, faneuse, semoir, tout ça, herbes, ça c'est pas compté. C'est juste la récolte de tout. Les plastiques, les encellages, les conservateurs, et tous les produits qu'ils nous achètent pour le faire. Regardez les coûts de fourragère au fourrage grossière de la ferme. Où ça, c'est le petit. Là c'était 2,5 kg en grand qui était encore acheté à l'époque. Ça présente, avec les minéraux, une bonne 50%. À un moment de l'herbe, ça descend un peu, mais sinon ça monte. Et imaginez-vous, vous avez le double. Ça représente toujours 60-70% minimum de votre coût alimentaire, le concentré. C'est comme avec votre lait aujourd'hui. Vous le donnez, sortez les laiterie. Mais celui qui a le plus de valeur ajoutée, c'est l'autre qui le transforme. Si vous transformez votre aliment vous-même, vous produisez chez vous, vous gardez une partie de la valeur ajoutée. Celui qui va encore plus loin, il transforme son lait chez lui, il vend le produit, de tout gagner. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 vaches, qui modernise tout pour travailler bien, et l'autre qui a peut-être seulement 20 vaches, il transforme tout, il va gagner plus, comme il transforme tout. En gros, c'est ça, ou pareil, mais il y a beaucoup moins d'investissement. Je ne veux pas dire c'est bon, bien, moi je ne rêvais pas de ça, mais c'est la réalité que je constate aujourd'hui. Il y a des questions sur ça? Voilà. C'est quoi la vache heureuse? Et pourquoi on a créé la vache heureuse après, avec Conrad? Dans ma carrière, aujourd'hui, j'arrive bientôt à 60 ans. Dans ma carrière, on a vu le greffe de lait. Au moment de greffe de lait, je m'engageais fortement, je croyais politiquement arriver à faire bouger les prix. J'étais à l'époque avec l'ARPRI, vous avez vu des gars ici aussi, et j'étais délégué à Bruxelles, à l'EMB, pendant 3 ans. J'ai sillonné tous les mois, plusieurs fois, aller là-bas. Je connaissais le commissaire, Thiolo, tout le monde. Et à un moment, je me dis, il y a un truc là, va jamais arriver.
il y a trop de lobby, il y a trop d'intérêts d'autres, et la politique, elle n'est pas du tout forte. Il faut changer chez nous. Et c'est là qu'il nous a dit, avec Conrad, et il nous a vu la chance un peu que Le Foll, à l'époque, qui j'ai fait connaissance là-bas, il est revenu en agricole, chez nous, et comme ça, la porte restait un peu ouverte pour ça, il commençait à lancer, produire autrement. Pas seulement nous, mais avec d'autres. Et nous, par contre, comme il est venu chez nous à la ferme avec son cabinet pour montrer le truc, vous pouvez imaginer les crashs chez nous, politiquement ou syndicalement, autour. Ça ne plaisait pas du tout. Et pour me protéger, avec Conrad, j'ai lancé la vache heureuse. Et aujourd'hui, nous avons quelques milliers d'agriculteurs qui nous suivaient déjà. Pensez en passage, nous avons toujours une centaine qui nous suivent personnellement ou un peu plus, jusqu'à ici en Belgique. On a tout un groupe ici, chez vous, un peu plus loin aussi. Et souvent, les gens, ils ont, dans 2-3 ans, ils ont compris, ils sont autonomes, ou une partie, ils continuent eux-mêmes, hein, il n'y a plus besoin de nous. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Et sur notre site, je vous invite, si vous avez un peu de temps, à aller voir. Nous, c'est vrai, pour aller rentrer après dans tous les logiciels, il faut s'abonner. Nous appelons ça LVH Connect. Il y a 350 € pour l'année. Et comme ça, vous avez votre logiciel alimentaire que je présente après. Et vous pouvez faire le bilan carbone aussi. Il y a tout dedans. Vous avez possibilité de nous appeler tous les jours, presque, si vous voulez. Ou vous pouvez voir, et vous pouvez avoir les newsletters tous les mois. Par contre, ce n'est pas les mêmes comme de l'autre COP, hein, c'est complètement autre chose. C'est tout de suite, tout de suite, le prochain numéro, ça va être très tourné dessus sur les maïs accompagnés par des métailles, sortes de métailles, des résultats, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça. Après, c'est aussi il y a toutes les PDF, tout le savoir-faire, les feuilles techniques, vous pouvez les télécharger dedans. Pour l'été, ça va être sûrement un grand point aussi à faire avec tous les oligos, vitamine C, tous les produits qui peuvent remplacer la santé pour la plante, aussi bien pour le blé, le maïs ou de l'herbe, pour plus utiliser les pesticides, tout ça. C'est complètement notre gestion de notre journalière de la ferme. Justement, ce plan alimentation, ça se fait comme ça. Nous type dedans, nous tourne le nom et nous met notre analyse. Ou sinon, nous peut par défaut chercher des analyses qui correspondent à la qualité que vous avez. Il y a des tableaux d'INRA ou trier certaines, hein, et c'est ce qui est environ pour notre besoin pour votre analyse. Vous pouvez mettre le prix derrière. Vous continuez, vous faites tout votre tableau de tous les fourrages, et à la fin, si vous suivez, vous avez vu tout à l'heure mon plan fourrage, c'est ça enfin, et le détail là. Je suis bon, niveau des valeurs, le lait qui se permet de ça, les valeurs souhaitées normalement dedans, vous être dans cette fourchette là. Si c'est en rouge, c'est pas bon. Il y a quelque chose, il faut ajouter ou diminuer ou trouver. Et le truc, il est tellement rapide, vous trouvez par exemple quelqu'un et vous propose un drèche. Je mets 2 kilos de drèche dedans, je mets des valeurs, ou je vous cherche par défaut, hop, ça vous corrige tout, ça me fait quoi? J'enlève, à ce moment, je suis trop là, je enlève un peu de soja, combien je peux? Vous pouvez faire votre calcul rapidement. En quelques minutes, c'est fait. Si j'arrive à faire la ration l'année prochaine, je vais faire 5 hectares plus de métailles ou maïs. Ça fait quoi? Clac, clac, clac. C'est ça. Et aussi, je rentre mes UGV, combien de vaches, combien génissent. Je donne un endroit aussi, environ les rendements de maïs, maïs épi, de prairies que vous avez. Ça va vous calculer d'abord par les nombres UGV, par le fourrage que vous avez choisi. Ça va calculer la quantité de fourrage, besoin de tonnage de chaque fourrage. Et après, la surface qu'il faut, nécessaire chez vous.
C'est jamais 100%, mais ça donne des grandes lignes en peu de temps. Il y a des questions jusqu'à là? Je reviens pour le sol vivant. Le sol vivant, c'est ça ce que par les yeux, vous pouvez voir au-dessus du sol et ça ce qu'il y a au-dessous. C'est très important. C'est ce que je disais au départ. Les prairies, par exemple, vous récoltez 40%, et le 100%, c'est des racines au-dessous. Si vous récoltez 10 tonnes, il y a autant, même plus, au-dessous. Ça demande après, si c'est plus des dark tu que des choses comme ça, il y a des racines plus profondes qu'une raille grand anglais. Vous imaginez bien. Un céréal, et ça c'est pas la première année, hein, c'est logique, c'est la 3-4e année que ça commence bien à développer. Le céréal, si vous enlevez la paille, il ne reste pas grand-chose quand même. Hein. Le maïs grain, énorme. Même si vous récoltez 10 tonnes de grains, il reste 65% par terre. Also, plus que 10 tonnes, 12-13 tonnes. Les métailles, on récolte quelque chose comme ça, 7 tonnes, il reste autant par terre. Plus les cannes de mon maïs, mais comme c'est un grain derrière l'autre, même s'il reste un peu moins, rendement un peu moins, comme se fait un peu plus tard, il reste beaucoup pour nourrir le sol. Maintenant, on dit, bah merde, le gars il veut nous économiser les choses, mais nous donne seulement. C'est vrai, ce n'est pas un retour en travers du sol immédiat économiquement. Mais si vous avez une fois compris comment le sol il fonctionne et qu'est-ce qu'il va faire, vous récupérez plein d'azote. Vous avez besoin de moins d'azote et surtout, dans la mécanique, vous avez moins de machines, vous passez moins de temps et moins de fuel. Ça, c'est économique, on n'a pas besoin de mettre à la grande échelle. Non, il ne le pique encore. De dire, oui, vous pouvez produire moins cher. Non, ça existe, pour un peu plus, pour l'autre un peu moins. Mais surtout, avec ça, on peut raconter une super histoire au futur. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à la vendre à partir de maintenant. Pour quelqu'un qui transforme, c'est une porte ouverte énorme. Ça paye mieux qu'un bio. Que dire je suis au bio. Pour là, vous regardez l'autonomie de votre animal, le bien-être animal, tout ça, ça vient après, et aussi pour le sol. Vous avez des informations, vous pouvez bien s'imaginer, avec un sol tellement vivant, vous avez moins de pesticides, surtout pour la santé et les insectes, vous n'avez plus besoin de quelque chose. Vous avez des produits qui sont des informations bien plus saines. Le céréal, le maïs grain qui va chez le mange, ça c'est pour le pain, et le lait derrière, oméga 3, pour ça c'est une ration très équilibrée, très fort en oméga 3 et les bons en oméga 6. S'il n'y a pas quelque chose à raconter avec ça, plus l'environnement, l'eau propre et l'air plus propre, comme nous capte beaucoup CO2, comme vous avez beaucoup plus de biomasse qui capte le CO2, là, vous pouvez raconter quelque chose. Sauf qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et là, ça devient intéressant dans notre métier. Mais il y a du travail. Ah, c'est clair. Voilà. Bon, on va passer plus vite. C'est juste pour dire, après métail, récolte de métail, les cannes de maïs sont déjà bien bouffées par un sol vivant, les vers de terre, les champignons, ils décomposent ça pour mettre dans la terre, la matière organique. Et les coupelles de maïs et de métail qui restent aussi là, et nous sèment le maïs directement dedans. Un peu plus près, c'est comme ça. C'est pas lisse, même après un hiver qui se pleuvait beaucoup, tellement les lombriques, les vers de terre, ils ont travaillé la terre, les lombriques partout, c'est les petits crottes et les vers de terre, et ça c'est cimenté entre eux. Ça vient pas lisse, pas d'érosion horizontale. Très peu. Ça, c'est les fameuses cabanes de vers de terre. Et si j'enlève la paille, il y a toujours le trou de lombric dessous.
c'est lui qui a ramené la paille en endroit. Et cet après-midi, vous avez compris, je dis, il ramène ça à un tas, il faut avoir un microclimat pour les bactéries, les champignons, les enzymes, pour qu'ils puissent défibrer la paille. Pour les vers de terre, ils ne peuvent pas bouffer comme ça. Ça commence à défibrer. Une fois défibré, les vers de terre mélangent la terre avec ces petites molécules. Et comme ça, ils digèrent, et ça donne le humus, et ce humus, il est fixé partout, et dans les calories partout pour coller les murs partout. Et plus en plus bas. Il ramène la terre plus en plus bas. Plus en plus bas. Et c'est pour ça, si vous avez des petits cabanes, après, surtout après le blé noir, ça beaucoup. Mais les cannes de maïs, c'est un peu, mais ils sont bien trop lourds. Mais vous le relevez, certaines fois, les cannes de maïs, dessous, il y a des trous. Ça commence à défibrer par-dessous, par ses compagnons de les vers de terre. Ils disent, si nous avons beaucoup de vers de terre, si ça marche bien, même si vous avez seulement 2 tonnes ou 4 tonnes, il y a autant vivants autres qui ne va pas. Finalement, si nous avons 4 tonnes de vers de terre, quand les 4 tonnes de vers de terre, nous comptons les vers de terre plus le reste. Il y a 2 tonnes de vers de terre plus 2 tonnes vivants comme ça, ou même plus. Le meilleur chez nous, j'ai compris à partir de moment faire les métailles et les maïs épis. Ça veut dire laisser la canne plus celle de métailles. Et ça, tu fais boucle en boucle des années. Pendant 3 ans, tu montes la matière organique de 3,5 à 4,5 sans problème. Ça, je vous garantis. Mais, seulement à condition, vous laissez tout ça à la surface. Vous travaillez seulement les derniers 2-3 cm. Et seulement le maïs en strip-till, mais pas bouleversé avec un outil qui ne roule pas si vite. Comme le Duro, chez nous, 6 km/h, c'est tout. Là, ça commence à marcher. Et là, vous favorisez toute cette vie-là. Ouais, ça c'est un métail qui a été implanté un peu tardif. À Noël, ça se présentait comme ça. Pas plus épais que ça. Mais ne va pas trop. Pas une très bonne photo. Les ensilages, après, à un moment de l'ensilage, nous trouvons, qu'est-ce que j'ai récolté là? Un peu plus loin. Ah oui, c'est déjà fini. Une fois en année, c'est vrai, ou une fois coupé et mis en silo, très bon odeur. Ça vient plutôt noir, assez foncé. Plus c'est foncé, plus c'est riche. Ça veut dire les feuilles, les pois, les févroles, les vestes, ça fait noircir. Et c'est ça qui a les matés. Et la plante la plus riche et plus de volume, c'est la veste. Et après, c'est les poivrières et les févroles sont là pour décompacter le sol et être tuteurs. Et en départ, on pense toujours, eux, ça a beaucoup de volume. C'est rien du tout. C'est vraiment pas beaucoup. Mais vous avez besoin pour les tuteurs, les autres. Et à un moment que les vestes, que les pois, ils passent dessus, ils commencent à fleurir, là, c'est bon. Là, il faut coucher. Là, vous êtes au maximum de valeur compromis avec le volume. Là, je passe rapidement. On a combien de temps encore? Oui, encore une bonne demi-heure. Ouais. Pourquoi nous fait tout ça? Comme ça. Là, en rouge, vous avez tout ce qui est cher. Et de la côté gauche. Et à droite, c'est plutôt gratuit ou pas cher. Ça veut dire, l'azote et les cultures pour l'achat, ça commence à compter. Les légumineuses, les pois, les févroles et tout ça, c'est pas cher. Ça coûte, la semence peut vous récolter quelque chose. Ça, ce qui laisse la nocivité, azote, bactères, ça rapporte plus tard, ça ramène 30, 40 unités d'azote. Azote pour la ration de soja coûte cher aussi. Si nous pouvons faire en travers, c'est ce que nous vient de dire, c'est pas si cher. L'eau qui nous va stocker dans le sol ou errer avec les racines, faire une climatisation dans le sol et le créer ce mouvement, ça coûte pas cher et nous récupère l'autre côté. Le carburant qui nous utilise avec les machines aujourd'hui, si nous passe 3 fois à des gros tracteurs, c'est énorme. L'autre côté, aujourd'hui, c'est le soleil qui fait pousser
les plantes, la photosynthèse. Plus vous avez de biomasse, plus de photosynthèse, ou à l'envers, et plus vous avez en volume à récolter. Gaspillage de l'énergie, oui, les sols sont couverts, sinon les sols, s'ils sont nus, produisent rien. Vous allez brûler. Imagine ma vie, le temps de travail, les pièces usures, le temps passé, et surtout la pollution. Ça nous a accusé tout le temps, les nitrates dans l'eau. Ça phosphore qui arrive aussi. Les produits qui nous accusent aussi. Et maintenant, vous trouvez une solution pour raconter une histoire, pour se défendre. Cycle de la nature, comme ça passe dans la forêt, mais nous pouvons faire avec ça pareil. Mais il faut toujours couvrir et redonner au sol autant qu'il a besoin pour nourrir le sol. Et laisser-le tranquille. Et comme ça marche. Et si nous travaillons dans cette circonstance, c'est logique. Ça, c'est plutôt un céréalier ou chez vous après. Par exemple, je ne sais pas, pour faire une betterave au printemps après un céréal, pour plutôt faire un biomax, pour ramener beaucoup de végétation au sol qui gèle en hiver pour faire ses betteraves au printemps dedans, par exemple. Pour les betteraves, ça peut se faire comme ça. Les patates, c'est un peu un autre problème. Mais nous avons déjà discuté, nous pouvons le faire autrement. Mais commencez à petite échelle. Vous avez pour celles qui s'intéressent pour les patates, il y a tout un groupe dans une COP, pas loin, entre nord de Amiens vers Pas-de-Calais, là, et qu'ils ont commencé, ils ont signé avec le PADV, agriculteurs du vivant. Ils ont trouvé un marché de produire avec un sol vivant des patates, et derrière, c'est des industriels qui ont demandé ces façons de faire pour raconter à leurs clients cette histoire. Ils ont payé bien plus cher que les autres, et régulière surtout. Et ça, nous sommes en train de se lancer partout pour tous les produits. Par contre, le lait, c'est bien le plus dur à faire, comme il y a une transformation entre les deux, et surtout comme elle a besoin de ramasser tous les 2 jours. Je ne peux pas stopper comme un lait ou un patate. Et je vous invite à aller voir sur agriculture du vivant.org. Et je vous invite, si ça vous parle un peu, de vous inscrire aussi dedans, ça m'intéresse. Et comme ça, nous avons une liste des gens qui s'intéressent. Et si nous pouvons trouver le marché dans votre coin ou dans Nord, avec un transformateur, même n'importe quel produit, nous avons votre adresse. Et plus les agriculteurs sont dedans qui disent « je m'intéresse », plus nous pouvons faire poids vis-à-vis les grandes surfaces qui sont dedans. Vous découvrez. Il y a toute une plateforme avec des partenaires comme Pasquier, comme Flange, comme Super-U, comme Danone. Il est dedans aussi, il aimerait bien se développer, mais après je ne sais pas jusqu'où il va arriver. Et par contre, il y en a plein d'autres. Par exemple, tout ce qui est crème et beurre, les gars, ils ont marre des grandes boîtes. C'est souvent les boulangers industriels, les pâtisseries. Ils ont marre de ne pas arriver à approvisionner. C'est même pas le prix qui est gens. L'année dernière, ils n'arrivaient pas à fournir. Les usines tournaient à ralenti, manque de beurre. Ils ne veulent plus avoir ça. Ils veulent des contrats avec les paysans directs. Ils ont besoin, Pasquier, par exemple, il a besoin de 50 000 tonnes de crème tous les ans, plus un peu du lait encore. Alors maintenant, il faut nous créer le marché, mais nous ne pouvons pas chercher un chez vous, un dans le sud de France et l'autre là-bas. C'est guerre. Il faut nous arriver à faire des groupes dans un endroit de 100 km pour minimum, ou 50 km pour un camion, et pour le transformer pas trop loin non plus. Et ça, on est en train de mettre en route et former nous, la vache heureuse dedans, c'est le formateur des techniciens et les agriculteurs.
Après, il y a d'autres acteurs dans tout ce développement de cette marketing. Voilà. Je reviens encore une fois sur les fondamentaux de notre, avec ça, comment c'est chez nous, c'est l'alimentation de la vache, avec ces changements-là. Le principe numéro 1, c'est les graminées légumineuses, protéagineuses, c'est une côté la fertilité pour les vaches, et aussi bien pour le sol, produire un maximum de biomasse avec très peu d'intrants. Pour le lisier fumier, il fait beaucoup de choses, hein, déjà. Et comme nous récoltons les plantes avant d'être matures, même s'il y a une feuille malade, c'est ça qui nous va défavoriser de la qualité. Ça va toujours arriver. Le pâturage ou le stockage, bien conservé avec des conservateurs, normalement. Ensilage prairie, visé 40%. Et le métail, c'est toujours un peu plus humide. Une ration riche en protéines, MAT, cellulose brute. Et le maïs plante entier, ou une partie pour commencer, remplacée par du maïs grain ou maïs épi. Pourquoi pas un peu céréales. Mais aussi, par exemple, dans Vitel, dans les Vosges, interdiction de faire du maïs. Ah oui, mais nous faisons tout avec des céréales. Par contre, on fait diversifier un peu. Maintenant, avec l'Ali+, c'est un peu plus facile, mais avant, c'était orge, avoine et un peu de blé. Et nous avons monté à 6-7 kilos céréales. Et après, le reste, c'est autour de prairies. Nous favorisons l'ingestion, une ratio 45-50%, avec une vache. Maintenant, il ne faut peut-être plus la vache high-tech en expo, la plus, mais très haut. Plutôt une vache qui laisse la place pour les poumons et cœur. La cuisine derrière, ça suit. Ils ont tous maintenant, toutes les races. Par contre, devant, souvent, ils sont trop serrés. C'est comme un sportleur, quelqu'un qui va à la course, il n'est pas épais, mais les poumons bien développés. Mais l'autre, il a des super muscles, il va à l'entraînement dans la salle, il entraîne ça, tu le fais courir, après 300 mètres, il tombe. Il a oublié les poumons. Mais là, nous demandons maintenant à la vache à ingérer beaucoup de fourrage concentré grossière. Il faut elle a l'oxygène, beaucoup d'oxygène, pour transformer ça, pour transporter dans le sang. Il y a besoin d'oxygène aussi. Alors, il faut des poumons qui ont la place. C'est des vaches beaucoup plus hautes. Et s'ils sont déplacés, écartés devant comme ça, à l'arrière, la mamelle a beaucoup plus de place aussi. Et le bassin est bien mieux. Voilà. Quelques photos. La date de récolte de maïs épi, c'est environ un maïs à 34, 36 pour 35%. Ça veut dire en gros 2 semaines plus tard qu'un 32%. Le grain à l'extérieur est dur. À la pointe, il n'y a sûrement plus de lait, mais ça peut avoir encore un peu enfoncé là. Il n'y a pas encore un point noir? Le point noir, c'est... Certaines arrivent, certaines n'arrivent pas encore. Pour le grain noir, c'est vraiment presque maïs grain. Hein? Et là, la plante peut être encore verte au-dessus, et au-dessous, ça commence à sécher. C'est ça, normalement, idéal. Là, à droite, c'est des intercultures après un blé. Ça, nous peut faire aussi des métailles après, on appelle ça des petites métailles. Après un céréal ou un colza, faire des avoine avec un peu de poids protéagineux, c'est pour moi les moins chers que je trouve dans le coin, qui poussent dans toutes les conditions secs ou pas, rapidement, en 60 jours, ils sont en train de fleurir, ils sont gros comme ça. C'est l'avantage de ces poids-là. Et l'avoine, il pousse toujours avec. Et pourquoi pas un trèfle, un canard, quelque chose avec, qui reste après. Ça peut. On se pensait ça, assez dense, et récolter 3 tonnes en automne, début octobre. Voilà.
Là, ouais, c'est ça. À gauche, là, c'est une poire là, qui commence à fleurir, à droite, là, hein, après le bec. Là, nous avons ensemencé du métal dans le trèfle. Et là, ça, en haut à gauche, c'est une prairie à refaire. C'est une prairie permanente. On n'a pas le droit de tourner chez nous. Et moi, je ne veux pas. C'est logique, sinon toute l'azote, sinon je le tourne, l'azote qui est dans le sol, la matière organique, va se vider. Que là, en juillet-août, très sec, ça commence à les kénopodes, non pas les kénopodes, des gitères ou des, non, qu'est-ce qu'ils appellent des graminées d'été, mais celles dans les anciennes prairies, là, celles qui font des racines partout. Le chien d'or. Tout ça un peu envahi. Pour ça, tu veux le tourner. Ah oui, nous passe un coup de Roundup, mais le lendemain, avec le semoir, nous sème dedans. Semoir simple, mais chez nous, c'est Naichison. Les trucs, le thé sur la tête, là. Ou un semoir à disque, ou quelque chose, direct. Pour mettre un sort de métail. Comme ça, fourragère, tout simple, pour pâturer derrière. Pourquoi? Mais comme vous avez beaucoup de topins, vulpins, tipules, tout ça, ça va bouffer les racines. Mais comme elles ont encore leur nourriture pendant un mois jusqu'à ce que ça devienne sec, jaune, là, l'autre, ces choses-là, tu peux ensemencer les poires, un peu comme le petit métail tout à l'heure, ou cosebois, cher, ça pousse très vite. Et une fois ce taille-là, elle laisse tranquille. Et en bon temps, tu le pâtures ou tu le fouches, et en printemps, tout hacheler, et ça vient soldu, tu peux faire une super prairie en mars-avril. Et encore une fois, avec un demi-métail dedans, ou avec l'avoine, pour couvrir, pour pousser plus vite, peut-être du fouche, nettoyage. Là en haut à droite, c'est derrière ça aussi, c'est derrière les cannes de maïs, blé ou des métails. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec le orche, le Semexac. J'ai enlevé la planche, je laisse tomber les grains devant, tout est pris dans la volée à 2 cm et mélangé, tombe avec les cannes, un peu poussière de terre et les graines. Et nous roule toujours derrière. Ou, à un moment, c'est mon collègue, il y a un compile, la pêche roulante. C'est comme ça tourne là. Lui, il a une machine, un dépia 12, il sème les grains partout. Il vient avec le compile, il tourne tous à 2 cm, 2 cm et demi, et c'est enterré, mais je roule dessus. Ou, maintenant, l'acumen a investi chez nous sur un Orche Pronto, ça vous dit quelque chose? C'est les 2 petits disques devant, des pneus une après l'autre, là, toute la rangée, largeur, et derrière l'élément semoir. Et Kuhn a sorti une machine comme ça maintenant, un peu plus performante quand même. Dans une seule passage, 2 manches ne touchent presque rien. Et derrière les éléments semoirs, peut bien enfoncer avec les doubles disques sous les cannes ou à côté des cannes, le grain, vraiment top. Et un 6 mètres, ça met bien 26 €, chauffeur, tracteur inclus. Je n'ai sais plus. Il me fait 45 hectares la journée. Derrière les cannes, derrière mis de digestat dessus, il passe une seule passage et super boulot. Là, c'est logique, c'était récolté, ensemencé avec l'Aichison, un semoir direct dedans. Mais il a beaucoup moins de nourriture que là. À l'époque, je me fais chier avec ces cannes-là. À un moment de labour, ça bourre. Et après, on a travaillé avec l'orche, on a voulu faire un faux semis. On a dit, il faut mettre la terre, il faut mettre la terre. Tu viens de 2e fois, entre-temps ça pleuvait une fois. Je veux dire, fini. Je me rappelle à l'époque, mon collègue, il a acheté un Pronto. Avec 3 tracteurs, nous a sorti le Pronto de champ. Pour devant les roues, là, ça traînait la terre, ça poussait à pousser. Je ne voulais plus. C'est pour ça, il ne faut pas toucher pour une seule passage. Et dans votre terre à vous, c'est encore plus frais que pas. Bon. Si tu roules sur les cannes qui sont secs, tu fais tout, mais dans une seule passage, pas 2. Et il faut laisser les cannes à la surface, comme ça les vers de terre et
Les autres, ils sont obligés de chercher à l'oxygène au-dessus et il va faire tout le boulot. Et une fois, ça marche comme ça, ils ramènent la terre par les lombriques, par leurs petites crottes là, des tiricules, partout au-dessus. Et ça couvre la semence, ça aide à couvrir en plus. Comme ça, c'est mélangé en printemps tout. Ça, ce qui n'est pas encore fini à digérer après. Voilà l'exemple. Mon voisin dans la même parcelle, il y a 35% argile dans cette parcelle. L'hiver, il a du mal à rentrer. Mais comme lui, il a ensilé, même journée comme nous, le maïs épi, nous peut rouler partout, comme ça, dessus. Et en plus, il y a une fois moins de remorques à sortir. Donc tu ramasses beaucoup moins de volume, mais beaucoup plus de valeur. Et nous a tiré un métail avant que lui, il a labouré au printemps, à la même temps. Hein. Il a labouré et ensemencé. Ça pardonne pas. Hein. Là, c'était la fameuse prairie que j'ai dit, on avait tout à l'heure, la prairie permanente à refaire. On a passé le Roundup, ensemencé, roulé. Et là, c'est derrière un petit métail, ensilé, mi-octobre, pour faire un métail dedans. Et c'est ça, dans la prairie permanente, là. Comme ça pousse. L'autre en train de sécher. Par contre, maintenant, c'est passé dessus. Voilà. C'est là, la photo maintenant, avec le maïs épi. C'est couvert, c'est la même parcelle comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, les cannes avec le voisin en dessus. Couvert partout, les traces, mais ça présenterait comme... Maintenant, vous ne touchez jamais le sol entre les ronds. Même si vous faites une fois enterrer votre lisier 2 cm, ça ne fait rien du tout, contraire. Voilà, plus près, c'est ça. Beaucoup de volume. Vous regardez, le maïs, il est quand même assez vert encore. Hein. C'était l'année dernière, c'était pas cette année, mais quand même beau le dire. Et le maïs épi, ça sort comme ça. Là, vous faites 1 hectare, ça prend 1 hectare et demi par remorque. Des bennes de 24 tonnes, 16 tonnes. Ça, c'est le métail en printemps. C'était la même parcelle qu'on vient voir le maïs. Et puis là, en printemps, vous voyez, ça coupe quand même assez haut. Hein? Avec la vitesse en plus. Voilà. Et ça, c'est ce métail-là en train d'ensiler. Au départ, c'est de cette couleur-là, c'est assez vert. Il y a quand même, c'est vrai, cette métail-là, il y a 28-30%, 28% plutôt, matière sec. Mais une fois fermenté, en sortant, c'est plutôt foncé, noir, marron. Hein? Je pense là, oui. Voilà. Avez-vous des questions sur la façon de faire, les cultures ou... Quand tu sèmes le maïs en direct derrière le métail, tu fais toujours un glyphosate ou tu laisses le métail redémarrer dans la terre? Si tu récoltes le métail comme tout à l'heure, tu peux retourner 2 photos là. Là, tu vois, c'est assez vert quand même. Et tu vois, il y a des céréales qui vont repartir. Et aussi, des pâturins un peu, ou des choses comme ça, ou certaines fois de remettre. Il faut mieux que tu passes 1 litre ou 1,5 litre de Roundup avec amosulfate là. Hein? Et comme ça, ça va bien tuer. Et tu passes en direct. Et après, finalement, tu as seulement ça, ce qui t'a touché, les 5 cm de rond, qui va germer les digitaires et surtout les dicotes. Il y a beaucoup moins de produits besoin. Par contre, maintenant, si nous répondons du digesta, tu es obligé de passer partout 2 cm.
pour enterrer un peu le digesta. Tu mets pas de digesta au striptil? Non, je ne suis pas encore à ce point-là. Nous avons un épondage 100 tonnes, mais c'est pondia. Vous conditionnez à la faucheuse les méthanes? Oui, nous avons un conditionneur à rouleau. Par contre, à partir de cette année, en Cuma, ils ont changé, nous on était à nous, mais là, j'étais déjà un conditionneur toujours à l'avant, et l'arrière, nous avons un conditionneur classique, sans, une faucheuse classique, pas conditionneur. Et la Cuma a investi maintenant sur un 9 mètres sans conditionneur. Et nous avons fait plusieurs tests déjà partout un peu en France. Il y a toujours plus hématé récolté sans conditionneur qu'avec. Par contre, il y a plus de pertes par les autres, par les cassés, surtout les fléaux. Par contre, il y a toujours quelques points plus humides. Ça c'est clair. Il y a 2 à 3 points plus humides que conditionnés. Vous le fanez? Non. Non, tu ne peux pas. Non, mais c'est préfondé. Je tourne, je fouche cet après-midi. Je me fouche toujours après-midi et soir. Jamais matin. Pour le sucre, il remonte dans les feuilles avec le soleil. Et nous fouche cet après-midi. Demain après-midi, j'en donne 2 les 3 sur 1. Ce sont 2 sur 1. C'est 2 qui sont tournés, l'autre non. Et 48 heures après la fouche, après-demain, nous on sait. Comme ça, entre les rangs, ça sèche et nous pouvons ramasser. Le meilleur des choses aujourd'hui, c'était foucher à 9 mètres sans quelque chose. Et après, ça existe les pick-up avec tapis. Très cher, mais là, il fait du bon boulot. Hein. Vous pouvez ramener 2 sans un caillou, sans un quelque chose. Ça, c'est top. À plusieurs, un entrepreneur, si ça s'équipe, c'est super. C'est quoi les mélanges que vous faites, le mélange que vous récoltez au printemps? Les métailles? Comme métailles, après le maïs? Ouais, après le maïs. Avant de mettre en maïs. Avant maïs, oui. Lui, ça ne fait pas. Là. Je sais pas, vous arrivez à voir là? Non. Rien. Avec la lumière, mieux? Non. Et mettre dans l'axe du... On est comme ça. Bien dans l'axe. Voilà. Je vais mettre une image blanche peut-être. Ouais. C'est bien. Je prends les autres. Oui, attention marqueur. Oui. Ça se voit? Ouais. Métaille des vaches. C'est une protéine. Févrole. C'est un peu plus grand. 60 kg. Poids fourragère. Nous a diminué. Je trouve que ça ne va pas si loin. 25 kg. Par contre, l'Ouest, logement. Ah, ouais, presque 25 kg. 20-25 kg. Le trèfle, là, c'est le trèfle squarosome. C'est le trèfle qui coûte moins cher. Pourquoi? Il y a dans cette famille, il y a trèfle incana, trèfle micheli, flèche ou squarosome. Le squarosome, c'est le seul qui est seulement en floraison le 15, 20 mai. Que les autres, ils sont tous déjà en floraison fin avril. Ça veut dire qu'il a déjà défleuri. C'est bien pour l'autre, pour les génisses ou pour les vaches avec le seigle triticale. Là, on met 5 kg. Et avoine, 10 à 15 kg. Ça, c'est le mélange pour les vaches. Et si nous mettons voilà. Le seigle, tri,
triticale. 10, 30, et là, 40, et là, 20 kilos. Ouais. Et ça, c'est pour plutôt les vaches allaitantes ou les génisses. Le mélange plutôt à 10, 11 MAT là, qui coûte beaucoup moins cher aussi, et qui se récolte bien plus tôt. C'est quoi le coût du métail vachétaire il est quand même élevé. Mais si vous ne faites pas votre semence, vous n'avez pas des copains qui peuvent le produire, ça vient facilement à 200, 220 € là. Hein? Que normalement la févrole nous peut faire, ou par un céréalier, vous l'achetez une fois à deux, un camion, vous pouvez garder la semence 4-5 ans sans problème, comme celui-là. Hein? À 220, 230 € la tonne, c'est fait. Les pois fourragères, pourquoi pas faire avec une triticale et laisser ça monter en grain, vous récoltez tout. Hein? Ça se fait. Faut s'occuper, vous faites à 2-3, un il fait ça, l'autre il fait l'autre. Aujourd'hui c'est très couramment. Et vous savez, dans le futur, dans 10 ans, les blés vous faites plus purs. Vous faites du blé avec des févroles, vous faites des triticales avec des pois, vous faites, tout peut être mélangé. Comme vous ne pouvez plus traiter, et comme vous êtes trop feignant pour biner, ah oui, vous commencez à mélanger. C'est tout ça. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Les vesques, c'est pas comme ça, c'est pas très dur. C'est beaucoup trop humide chez nous, mais ça ne vient pas à Moitori. Les trèfles, ce n'est pas les kilos qui vont nous tuer. L'avoine, c'est facile à faire. Voilà. Et pour la méthanisation, c'est lequel des métaux? C'est la droite. Mais, chez vous, je faisais, si vous avez la méthanisation ou si vous avez pas mal de génisses ou des vaches à laiton ou taurions, je mettrais ça et vous ensemencez ça assez tôt, hein, les seigles. Il faut faire tôt. Il faut faire ça à fin septembre, début octobre, première journée d'octobre, et vous ensemencez 25 kg rail gras, enfin 20 kg rail gras avec du trèfle hybrid dedans, et comme ça vous l'ensilez, par contre pas au 1er avril, vous l'ensilez fin mai, ou comme ça, 10-12 tonnes, très bien pour eux, et derrière le rail gras à trèfle il continue. Vous le coupez encore 2-3 fois dans l'année. C'est ça ce qui coûte le moins cher. Même pour les matas, pour les métas. Pour nous commencer à constater que c'est vrai, le coût de récolte coûte quelque chose aussi, mais le maïs, les traitements pour la méta, derrière, ça commence à être cher. Pourquoi pas faire couper certaines fois la poire un peu en deux. Ça, ce qui existe beaucoup en Allemagne, avec les gars qui travaillent extérieur, ils font pour leurs voisins méthanisateurs, l'hectare, location coûte plus que 1000 €, ils commencent à faire des choses comme ça. Comme ça, ils prennent bras de risque, ils ensemencent une fois, ils récoltent toute l'année. Ou, l'autre solution, nous commençons à faire. Vous êtes sûr que vous savez, si on sème des févroles fin septembre et des pois fourragers, qui seront encore là au mois de février Oui, mais les févroles, vous occupez pas, vous avez fait pour le sol. Ah. Hein, c'est clair. C'est pas ça qui coûte cher, mais vous savez pourquoi. Les pois, par contre, oui, aucun souci. Hein. Dans le céréal dedans, ça va se développer. Par ici, non? Ouais. Si tu fais un mélange, c'est toujours. Non, bah, écoutez, je suis en bio, ça fait des années que je fais ce mélange-là. Une année sur 3, il n'y a plus de pois au printemps. Donc, bah si. Mais à ce moment, tu mets des pois, si c'est trop tôt pour les pois, à ce moment, tu mets des pois protéagineux, comme hiver. Mais maximum, les pois fourragers, maximum 12 kg hectare. Autrement, tout est à terre. Vous avez des sols très riches, c'est tout ça. Ah non, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Non, mais nous on a vu même 40 kilos, hein. C'est pas ça qui va les tuer ou les mettre par terre. Mais
ça ce que je constate, il y a des maladies, ou certaines fois c'est l'hiver aussi un peu, ou l'humidité qui fait que... C'est pour ça que ça coûte assez cher cette semence-là, que celle-là, qui tient toujours. Beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous avons un peu de recul quand même, nous faisons tous les ans des milliers d'hectares partout, et ces mélanges-là, nous avons changé plusieurs fois déjà, hein, et ce n'est pas le premier, et nous constatons, si nous voulons, les mater. Sinon, on n'a pas des mains. Et après, personne ne dit que vous avez été obligé de faire toute la surface. On va essayer avec quelques hectares, ou 1 hectare, pour voir. Hein. Mais il y a autre chose qui commence à faire, c'est ensemencer cette mélange-là, ouais, au mi-août, après la récolte de céréales, tout de suite, avec le lisier, fumier. Hop, vous le récoltez en automne, vous le fouchez, ou vous le pâturez, et vous le re-ensilez en printemps. Par contre, ça marche bien. Chez nous, il y a une centaine des agriculteurs dans les Ardennes, froid. Ils sèment le blé sur blé, c'est céréalier. Ils sèment le blé mi-août. Ils le braillent début octobre. Et ils récoltent l'année prochaine en grains. Les 2-3 premières années, c'était plutôt au-dessous. Mais maintenant, ils ont 10% plus de rendement que les autres collègues traditionnels, blé sur blé. Et plus de pucerons, pas de limaces, rien. Ils passent toujours à côté. 3 fois moins d'herbicides. Comme ça couvre, ça donne un mulching en parterre, il repart. Et nous n'inventons rien. Les anciens, ils ont fait comme ça avec les moutons. Les grands céréaliers de Beauce, ça veut dire des tas de moutons, ils ne sont toujours pas terribles pour l'hiver. Ils ont ensemencé derrière. Vous savez, ça existe aussi du blé pérenne. Apparemment. J'ai vu des photos. Blé, puis vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous récoltez toujours en grain. Il y a peut-être moins de rendement, mais ça existe. Il existe des maïs à presque 20 MAT, mais pas chez nous. Les anciennes indigènes dans l'Amérique du Sud, c'est ça ce qu'ils ont vu. Voilà. Il y a d'autres questions sur ça? C'était quoi le produit que vous traitiez les céréales? Le produit? Que vous parliez tantôt là, que vous traitez les céréales. Pour valoriser les bêtes? Oui. Plus. Vous regardez sur Ali Plus France, Ali Plus ou Ali Plus France. Vous le trouverez là. Où nous va, sûrement certaines, c'est comme il y a beaucoup, dans le futur, on va avoir beaucoup moins de phytos, surtout pour la santé des plantes et sur la santé des plantes et aussi les insectes, de les remplacer, ça va être remplacé par des oligos et compagnie. Et pourquoi ça va être remplacé par ça? C'est tout à fait normal par l'oxydation, la réduction, le croix redox. Vous dit quelque chose? On a encore fait de la chimie autrefois. Oui, mais vous avez tous appris à l'époque un peu, à l'école, oxyder ou réduire. Oxyder, c'est comme le nom dit, c'est tous les traitements chimiques, hein, ça oxyde. Notre travail de sol, ça oxyde. Mais à un moment ou l'autre, tu en as besoin un peu pour valoriser, pour démarrer le sol. Mais s'il y a trop, et le météo, à ce moment, le blé, il se développe, le météo est humide, un peu chaud ou un peu temporaire, là, il y a des maladies qui arrivent. Tu peux, par ce bien-là, te le poursuiter. Ça veut dire, il faut prendre des produits qui sont réducteurs pour qu'ils passent par le stade maladie.
vous expliquer. Le croix redox. C'est ça. Il y a quelque part le pH. Ça, c'est autour de 7. C'est idéal pour la plante. Et là, c'est des mini-volts ou quelque chose comme ça, je pense. Je ne suis pas ingénieur, je n'ai rien. J'ai capté à ma façon. Et je vous donne ça comme ça. La plante, là, c'est oxydation. Là, c'est réduction. La plante, elle va monter par là. Elle monte, comme elle pousse, elle oxyde. Comme elle fait photosynthèse, ça oxyde. Et à un moment, vous avez des stades. En plus, c'est le stade maladie, par exemple. Comme vous avez la première feuille, vous avez le météo, de pas si l'annonce l'eau, et vous a pleuvé déjà une fois, vous avez un appel, il faut traiter. Mais le traitement, tous les produits chimiques, il fait que ça va l'eau pour poursuivre cette stade de maladie. Ce moment-là, il va être plus haut. Mais sauf la plante, elle veut toujours revenir là, où elle est idéale là. Elle a moins d'énergie besoin là. Si vous faites ça, elle a besoin beaucoup plus d'azote, par exemple, pour se tenir. Là, elle dépense moins. Comme elle veut revenir, ou encore une fois, le météo qui n'était pas favorable, ou elle n'était pas bien vécu ce changement-là, appelle deuxième traitement. Et vous l'envoyez encore une fois là, ou au-dessus là. Mais elle veut toujours revenir là. Mais s'il était intervenu à ce stade-là, avec des choses qui sont réducteurs, vitamine C par exemple, 50 grammes hectare, ou aspirine, ou bactéries lactiques. Bactéries lactiques, infusion de foin, petit lait, on en parlait aujourd'hui. Tout ça, c'est des produits qui marchent aussi bien comme celle-là, mais mieux, en préventif ou presque en curatif. Les maïs Piral. Le dernier passage, vous pouvez encore passer avec votre pulvée. Un peu de vitamine C avec des oligos. Vous avez une chance d'avoir 80% ou 90% pas de pyrale dans votre mètre. Vous changez l'odeur et vous durcissez un peu la peau. Ça qui fait que les insectes viennent beaucoup moins. Ou ils ne peuvent pas. Et dans le futur, tous ces produits modernes qui remplacent la chimie, ça va être basé sur ce principe oxydation-réduction. C'est ces choses-là qui sont dedans, mais qui vont le coûter autant comme avant. Sauf, vous avez la possibilité de faire vous-même, si vous avez compris, et prenez un peu de risque. Ça s'utilise beaucoup dans bio, déjà, et nous sait aujourd'hui les oligos. Là, nous vient de Anja, elle a fait un contrat avec une boîte, et qu'on rentre un peu derrière, c'est logique, qu'il sait il y a certains oligos besoin de base, et si nous pouvons les mélanger, pour aujourd'hui, nous arrivons à faire un traitement 10 € pour un blé, au travers des oligos. Vous ajoutez 30 grammes de vitamine C à les oligos, 3 € peut-être max, même pas. Non, 337 de produits vitamine C que nous utilisons pour les vaches au travers de vétos. Là, ça devient intéressant. Mais tout ça, ça marche aussi encore mieux si vous avez bien respecté la vie de sol avant, comment ça marche, et de le mis en route. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein. En maïs et puis, qu'est-ce que comment vous choisissez vos variétés? Je choisis en somme de température qui me reste
entre la récolte de maïs, bétail, et de ensemencement de nos futurs bétails. Donc il n'y a pas de choix. Il ne faut plus courir comme un pompier en automne. Ça veut dire, mon bétail, je veux en faire en automne 15 octobre au plus tard, 15-16. Ou 2 jours un peu de lisier. Et je passe en direct, hein, je perds plus de temps avec la jarret ou des choses compagnie. Là. De toute façon, il faut que je récolte les premiers max 10 jours d'octobre. Ouais, mais vous, c'est 15 jours de différence par rapport à chez nous. Avec les variétés maïs en silage, peut-être oui, mais les variétés dentées, pur maïs grain, elles sèchent beaucoup plus vite en automne. Hein. Je ne sais pas si on oserait mettre du denté ici. Hein. Pourquoi pas? Parce que les dentés, généralement, c'est des FAO. Ils sont beaucoup plus tardifs que les... Non, ça existe aujourd'hui des 240, 230-40, là, les premiers dentés, ils sont des très bons rendements. Si vous touchez les 180 et les 200, là, il y a beaucoup moins de volume. C'est ça le problème. C'est ce que j'en ai fait avant aussi. Le SPI, il va déjà être plus tardif. Et alors encore mettre le maïs, et puis après ça, si vous voulez, ici, il faudrait le semer au 1er octobre, le bétail. Oui, non, c'est trop tôt pour vous. Ça Alors, attends pas. va se développer On va trop pas en mettre- automne. Si on le met au 15 octobre, il y a des... Le mieux, c'est entre 5 et 15. Il y a des SPI qui vont pas se faire comme il faut. Non, entre 5 et 15. Et le météo, si ça reste comme les dernières 3-4 ans, je peux vous dire, ça vous aide quand même bien, là. Même chez nous, hein. Avant, je disais, le 5 octobre, il faut que ça soit fait. Mais maintenant, les dernières 4 ans, j'ai vu des métailles faits le 20, et bon, après, c'est vraiment plus tard. Mais ils se développent bien. Il y a un changement climatique. Par contre, les différents métaux, quand vous les récoltez au printemps, c'est des outils. Oui. Mais celui-là avec le seigle, il se récolte quand même beaucoup plus tôt. Alors, on ne pas quelle date pour vous? Mais c'est comme votre prairie, première coupe. Mais au stade idéal, hein, pas trop avancé. Hein. Chez nous, c'est fin avril, première semaine mai. Chez vous aussi. Donc, donc ça, c'est pour celui du type seigle et celui avec plus les lumières. C'est 2 semaines plus tard. C'est les dernières 2 semaines qu'il fait vraiment les dernières 50-60 cm. Donc en fait, après le métal azote, enfin, on va chercher l'azote, Ouais. vous semez un maïs au... Moi, maintenant, avant, je fais le maïs épi, mais c'est toujours un peu juste. Et maintenant, je fais plutôt le maïs en silage pour la méta, et que l'autre, récolter en départ, je fais le maïs rare. Mais je fais aussi des variétés. Là, je vous parle de ces deux variétés qui marchent très très bien en semi-direct et qui ont un très bon développement. C'est le Stéphix. Ça, c'est un corne édenté par contre, mais c'est un 230. Et il marche super en grain, il sèche quand même bien vite en temps. Et l'autre, c'est ES Créative. Et ça, c'est un 240 pur denté. Et ça marche vite en automne. Très très vite, ça sèche très vite. Et ce n'est pas des plantes très hautes. Vous n'avez pas besoin. Il va vite, là-haut, il fait son grain, et fini. C'est pas des maïs à 4 mètres, ça ne donne rien. Et en métal, il y a un intérêt aussi de mettre un peu de maïs épi dans la ration? Pour les vaches ou les La méta, pour avoir un peu de... à la méta? Moi, je mets toujours les seigles dans la méta, ouais. Pour le pouvoir méthanogène, c'est autour de 140 mètres cubes. Et le métal, les métails, même mes collègues, je suis ici pour le faire, je paye 15 € la tonne, brute. Qu'un maïs, à 32, c'est 25, son silage. Ça veut dire que dans vos résidus de culture, finalement, dans vos rotations, il n'y a que le canne, en fait, et un peu la paille, que vous récoltez pas. Et les racines. Oui, mais si, justement, mais il n'y a pas d'autres résidus de culture que vous laissez au sol.
Ouais. Non, mais j'ai expliqué d'abord les composts que j'ai à faire là. Les BRF, tout ça, ça revient. C'est environ 200 mètres cubes tous les ans. Mais comme la rotation partout, c'est 3 ans prairie temporaire derrière, vous pouvez imaginer comment ça tourne. Alors, Le BRF, il ne vient pas de vos champs. oui, oui, tout c'est de chez nous. Ah, mais, Ouais. Moi, des haies partout. 14-15 km au total. Plus les déchets qui nous ramènent maintenant, déchets verts, de la déchetterie un peu. Je suis preneur maintenant. Comme j'ai compris comment faire, preneur. Ils payent même. Les commis même. On n'a pas parlé de votre consommation de nitrate. Aujourd'hui, je donne au maïs le plus. Comme avec le striptil, je mets au pied 80 unités d'azote liquide. C'est un azote qui coûte pas cher, que je n'ai jamais utilisé. C'est celle-là que j'achète encore. Tous les céréales, les métaux sont conduits avec le digestat. Le maïs, c'est une pompe d'azote. Il faut de l'azote. Hein. L'année dernière, on a bien vu où je n'ai pas ouvert le dosage d'azote. Et par contre, il a vu du digestat et le starter qui tombe dans ce mois derrière. Et avec le drone, il a bien vu les manques, les premiers 5 mètres ou 10 mètres, certaines fois, c'était jaune, très jaune au départ, mais toujours beaucoup plus clair jusqu'à la fin. Et ce n'est pas le sécheresse de l'année dernière, c'est d'abord le manque d'azote. C'est toujours ça. Et c'est pour ça le maïs, avec ces années plutôt secs comme démarrage, là, ou comme l'année dernière, c'était humide au départ, mais après c'est bloqué. Vous pouvez mettre du fumier, de lisier aux surfaces, si ça ne minéralise pas. C'est pour le blé après, mais pas pour le maïs, pas beaucoup. Et ça, je mets écoïs pour l'instant, comme je ne suis pas en bio, avec un azote liquide au pied, dans ce même passage, et le reste c'est du digestat dedans, et toutes les autres cultures, ils n'ont rien plus que le digestat. Ou du lisier à amont. Même le blé. Même le blé. Il y a un moment de semis, 50 unités ou avant, ou tu mets sur un petit métail, ou si tu récoltes le maïs, c'est derrière le maïs souvent, tu récoltes le maïs, tu mets 50 unités de digestat, et en printemps, tu reviens à partir de février à mettre un gros coup. Sur les sols vivants, avec le carbone dedans, il n'y a aucun danger. Ça c'est clair. Aujourd'hui, les gens qui sont plus avancés dans le semi-direct, surtout ceux qui sont céréaliers, qui ont des cultures hauts comme ça, ils poussent par terre, ils mettent tous les lisiers fumiers en automne. Comme ça, ça valorise par ces plantes-là, se mettent en stock, et en printemps, tu n'es pas emmerdé par l'humidité, en plus comme c'est déjà humide. C'est souvent ça. Hein. Vous récoltez, vous voulez faire le maïs, mais c'est trop humide, vous mettez encore le 30-40 mètres cubes lisier dessus, c'est mouillé encore, c'est un vrai patinoire, et vous voulez faire le maïs. Et là, on se met direct, ça ne ferme pas. C'est ça le problème. Ou l'emmener après le SMI, une fois développé. Mais le météo n'est pas toujours favorable non plus. Si c'est trop sec, ça ne profite pas. Si c'est trop humide, vous rentrez avec un système 100 tonnes, mais pas avec l'autre. Et de le mettre en avance dans un sol vivant, c'est bien un peu plus favorable. Mais, je sais, là-haut, ils ont décidé pas tout à fait comme ça, niveau contrat. Mais c'est là, à nous, à se défendre. Pourquoi? C'est ça ce que nous fait, en travers de la vache heureuse, nous peut aider à défendre des agriculteurs devant les contrôleurs ou à la DD. J'explique pourquoi. Ils ne sont pas cons, hein. Mais il faut bien faire 2 feuilles distinctes de amendement de les cultures, also de plan culture. Vous savez, la culture principale, comme le maïs, et juste avant, c'est l'interculture avec tant de rendement, tant d'azote besoin et tant de mi. Et après, ça vient de la culture principale, elle a besoin de temps, mi-temps, temps.
Si vous avez des rendements derrière, personne ne peut vous empêcher de mettre ça ce qu'il faut pour avoir ces rendements. Ça, ce que les Hollandais, ils ont fait, hein, pour avoir les dérogations. C'est vrai. Voilà. Sinon, nous continuons à discuter en travers un verre. Ah, c'est ce qu'on a dit, hein, il fallait nourrir ces vers. Donc, pour que les vers nous désaltèrent. C'est ça. Bien. C'est ce que j'ai retenu. Hein. Très bien. Ben, merci Anton en tout cas pour ce bel échange. J'ai pas la recette de la bouillabaisse, mais bon, il y a d'autres recettes qui manifestement ont l'air plus intéressantes pour... Aussi intéressant. aussi intéressant. Tout est intéressant. Ça va, vous avez d'autres questions? Il n'est pas encore tout à fait 10 heures, hein, donc on a encore un peu le temps. Notamment sur le calculateur de ration, je ne sais pas si ce que propose... Enfin, vous avez peut-être déjà accès à des logiciels ici en Wallonie. Mais voilà, il y avait ici aussi une proposition de la vache heureuse. Tout à l'heure, quand vous disiez que vous semiez, enfin, qu'on pouvait semer du raisin avec du trèfle hybride sur le métal, vous faites dans la délai combien tout de suite ou... Tout de suite. Le meilleur, c'est celles qui ont des deux semoirs pour ancrer un petit grain, et en plus, il peut les laisser tomber encore différentes hauteurs. Ça, c'est top, mais pas tout le monde a. Et moi, je préfère ces graminées greffes là, à ce moment-là, au début octobre, ou oui, tout début octobre, vous pouvez mélanger même, ou on semencez tous à 2 cm, vous roulez bien, et comme ça, il y a toujours la fraîcheur à ce moment. Le faire dans les bonnes conditions. Mieux faire une journée, ou une semaine trop tôt que trop tard, si vous voulez. C'est clair. Si ça tame, comme on a vu certaines choses, il faut mieux faire avant. Comme ça, ça développe. Une fois les racines sont parties, c'est parti. Mais si les racines obligées de se germer sans oxygène, c'est dur. Voilà. Ouais, pour moi, c'est une des solutions. Comme vous avez pas mal de vaches sur les tons, apparemment aussi par là, ça ne coûterait pas si cher. Et vous pouvez tirer 10 tonnes minimum de première coupe, et après encore 3 fois 2-3 tonnes. Voilà, ça sort quand même un peu de tonnage. Et pour les vaches allaitantes, mettez un peu de maïs épi en plus, ça les engraisse toutes seules. Et comment, peut-être une question peut-être un peu bête, comment on conserve l'ensilage de maïs épi? Sous vide. Pareil. Pareil, avec un conservateur. Ou là, si tu veux, comme c'est une concentration et beaucoup moins volume, c'est pour ça le conservateur que Angela vend là, ça fait entre 15 et 25 € l'hectare, mais c'est pour 100 tonnes. 60. Sachez, c'est 75 € pour 100 tonnes de fourrage brut. Si tu as un maïs à 15 tonnes ou un plus, matière sec, c'est 2 hectares max. Mais tu mets maïs épi, tu mets 4. Pour vos silos de méta, vous les faites de la même façon que pour vos vaches ou... Oui. Toujours pareil avec les conservateurs et tout. Bien bâché aussi? Bâché. Tout c'est bâché. Regarde. Si nous voulons déjà faire la qualité, c'est comme les vaches. La vache laitière, elle exprime rapidement une mamite s'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Les vaches allaitantes, si elle n'a pas le veau sous la mer, ça t'affiche un peu, mais si c'est trop pourri, elle ne va pas manger. Hein? Et par contre, tu donnes ça à la méta, c'est déjà du fumier. Le fumier, il a 50 à 60 mètres cubes la tonne. Et si tu as un maïs, un bon maïs, il fait 220, 230, 240. C'est à moitié perdu. Plus que moitié. Pareil. Et si nous met le consommateur, il ramène 6 à 7% plus de biogaz. C'est énorme. Et finalement, chez les vaches, comme on ne peut pas trop mesurer, comme il y a plein d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer
le rendement de lait, par exemple, ou des choses comme ça, on ne peut pas mesurer comme un méthanisateur. Mais finalement, comme la ponce de vache marche un peu comme la méthanisation, et ça devrait être dans cet ordre-là, peut-être seulement 5, mais si nous cherchons l'appétence de la fourrage partout, plus la conservation, surtout en 48 heures sous vide, plus d'oxygène, ça veut dire que personne ne peut bouffer les EFL et les MAT, ah oui, c'est ça qui reste. Après, il faut avancer suffisamment, il faut pas trop large, je ne sais pas quoi. Hein, bien tassé. La différence de pouvoir méthanisé entre le maïs grain et le maïs en stèle? Ah, le maïs grain, il monte à 350. Le maïs épi. Bon, le maïs épi, c'est un peu pareil. Et si le maïs grain, il fait 360, 50-60, le maïs épi va faire 320, 330, quelque chose comme ça, je pense. Mais il y a beaucoup moins de transport. Ça, on ne calcule pas dans notre petite ferme les transports. Mais si tu commences à regarder les céréaliers, Lancil, 50, 400 hectares, 600 hectares, comme ça en agriculture, la première chose qu'ils calculent, c'est toujours le coût de transport. C'est énorme. C'est pour ça que le fumier lisier est seulement rendable avec la prime de 5 centimes par kilowatt. Sinon, il n'était jamais rendable. Il n'a pas grand chose de temps. Tu transportes beaucoup trop. Pour répondre, tu transportes un grand volume. Et en plus, le truc, il est moins riche à la fin. Et en plus, pour stocker pour 6 mois, tu as des cuves bien plus grands avec peu de temps. Les Allemands, avec les mêmes investissements, diamètre, ils sortent une fois plus de kilowatts. Quand ils mettent plus concentré dedans. Mais je ne veux pas dire c'est mieux. Environnement pour tout, hein, c'est clair. Mais seulement il faut dire il y a besoin des 5 centimes pour que ça soit rendable. C'est comme les vaches, hein. Tu peux mettre du foin, tu sors 4000, et si tu mets quelque chose en plus, ça sort vite, bien plus. Après, chacun sa économie, c'est pour ça que nous sommes là pour discuter des choses comme ça. Meilleure qualité, mieux tu as travaillé dans l'année, plus tu sors fin l'année. Moins cher, ça vient par hectare. Il ne faut pas oublier, c'est les rendements. Bon, ce n'est pas le problème dans votre cas, là, dans votre région. Vous sortez toujours des rendements avec votre